Pourquoi les pirates avaient des boucles d'oreilles? Apparemment, cette question n'a pas grand-chose à voir avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Et pourtant, on sait que les pirates, par exemple, portaient un cache-œil, non pas parce qu'ils étaient éborgnés pour la plupart, mais plutôt pour garder un œil accommodé au noir quand ils descendaient dans la cale du navire. Et pour les boucles d'oreilles, eh bien, une des raisons de porter des boucles d'oreilles en or était de pouvoir payer leur enterrement si jamais ils venaient à mourir dans un endroit exotique. Et même avec les pirates barbaresques, donc musulmans, et pourtant dans les traditions prophétiques musulmanes, c'est-à-dire l'équivalent des évangiles pour le chrétien, eh bien le port de l'or n'est pas recommandé, puisqu'il est dit que quiconque porte de l'or pour sa beauté se le verra renier au paradis. Eh bien même les pirates barbaresques portaient dans ce cas des boucles d'oreilles ou pouvaient porter des boucles d'oreilles en or, toujours pour payer leur enterrement parce que ce n'était pas une frivolité. Alors, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Dans Casablanca, vous avez cette scène où tous ces réfugiés venus d'Europe essaient d'acheter leur sortie du Maroc sous protectorat français vers les États-Unis. Et une réfugiée en particulier essaie de vendre des diamants. Et évidemment, un passeur corrompu sait qu'il a tout le pouvoir de négociation dans cette situation et lui dit « Madame, vous savez, les diamants, il y en a partout, les diamants sont une plaie sur le marché, je ne vous offre que cette somme-là pour vos diamants. » Et c'est vrai d'ailleurs que les diamants ne sont pas rares, que c'est le cartel de la Debers qui a fait grimper leur prix, mais qu'il y a une mine de diamants gigantesque en Sibérie dans laquelle vous auriez de quoi tripler la production mondiale, mais que c'est justement la cartélisation et cette fausse pénurie qui a permis aussi de faire grimper le prix du diamant, plus le marketing mignon et malin de dire que vous devez impérativement demander votre fiancé en mariage avec une bague en diamant qui, si possible, bien sûr, devrait faire 3 fois votre salaire. Mais tout ça, c'est du marketing. Comme d'ailleurs, c'est du marketing pour Rolex. Vous prenez Rolex qui, dans l'explosion des crypto-monnaies dans les années 2020, a aussi explosé. Du coup, vous avez eu une bulle sur les Rolex, une bulle complètement dingue, où les montres en seconde main se vendaient 50% au-dessus de leur prix catalogue, alors qu'en réalité, Rolex continue à faire 1 million de montres par an minimum, et qu'une Submariner à plus de 10 000 balles, en réalité, leur coûte même pas 1000 euros, 1000 dollars à produire. Mais justement, les Rolex, comme les boucles d'oreilles des marins, c'est considéré par beaucoup de gens, dont je ne fais pas partie, comme une sorte de lingot d'or, comme une sorte de commodité, comme une sorte d'objet qui est reconnu partout dans le monde pour son logo, pour sa marque, et que l'on pourra revendre si vous êtes dans une situation dramatique et que les banques sont fermées et qu'il y a une crise sur le cash, vous pouvez revendre votre Rolex à Makati ou à Dubaï ou à New York ou à San Francisco. En tout cas, c'est le mythe qui entoure les montres Rolex et c'est pas vraiment pour leur design qu'elles sont à ce point vendues, mais c'est parce que, en effet, elles ont une capacité à préserver leur valeur. Cependant, Nassim Nicolas Taleb vous dirait que cette capacité à préserver leur valeur n'est pas du tout testée à l'aune d'un signe noir, à l'aune d'une situation complètement inattendue. Alors, la faillite de la Bank of Silicon Valley était-elle un signe noir? En fait, je vais argumenter que non, et je vais même prendre la défense de la Bank of Silicon Valley, même si c'était vraiment une banque ultra orientée politiquement, ultra woke, très pro-Biden, et puis étrangement, cette banque s'est retrouvée complètement abandonnée, complètement détruite par la Fed. C'est ça qui est magnifique, c'est que ce sont fondamentalement des décisions de la Federal Reserve qui ont détruit la banque de la Silicon Valley, qui l'ont flinguée propre et nette en dévaluant les bons du trésor qu'elle avait pieusement gardés dans ses caisses, en étant d'ailleurs beaucoup plus conservatrice que plein d'autres banques. Ça, c'est un point très important. La banque de la Silicon Valley s'est effondrée en étant plus transparente et plus conservatrice sur ses dépôts
que plein d'autres banques. Et ça, c'est quelque chose évidemment que les médias ne vous ont pas dit. Ils vous ont présenté une narration qui était, voilà, vous savez, ces néobanques dont la banque de la Silicon Valley fait partie, eh bien, elles disruptent le business, mais elles sont pas très sérieuses. Vous devriez plutôt mettre votre argent dans les bonnes vieilles banques établies, comme Goldman Sachs, comme la Deutsche Bank, comme le Crédit Suisse, comme l'Union des banques suisses, etc. Et tous ces nouveaux arrivants, là, vous voyez bien que c'est pas sérieux. Et c'est vrai que ça fait plus d'un an que toutes les nouvelles technologies financières sont pleinement agressées, parfois par leurs propres excès. Je pense à Terra Luna et je pense bien sûr à FTX, mais aussi les néobanques commencent à être davantage agressées. Cependant, ce narratif, pour le grand public, cache complètement l'autre réalité qui est que vous avez de très grandes banques zombies, comme la Deutsche Bank typiquement, qui est zombifiée depuis quasiment la crise de 2008, mais aussi comme UBS, comme Crédit Suisse, qui sont des banques qui ont subi des pertes absolument colossales. Je pense au scandale de Archegos, où là, tous les gens qui devaient faire leur due diligence ont bien montré leur hypocrisie. Et il faut bien se rappeler que les banques qui sont réputées être sérieuses et faire leur vérification, leur due diligence, leur KYC, le sacro-saint KYC, Know Your Customer, en réalité ne le font pas. Je peux penser à HSBC qui se fait régulièrement épingler pour avoir blanchi de l'argent de la drogue, mais après tout, HSBC a littéralement été fondé pendant les guerres de l'opium. C'était la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Donc on aurait pu dire que même si elle vous fait des publicités dans les manches d'embarquement pour les avions en vous disant que le futur c'est la pêche durable et c'est l'énergie solaire, en réalité, une banque elle a besoin d'avoir du cash à taux négatif, et du cash à taux négatif, c'est du cash blanchi. Le meilleur taux négatif, c'est quand Pablo Escobar vous dit je vous donne 1 milliard et vous me remboursez que 900 millions pour l'avoir blanchi. C'est le principe ultime en réalité du cash gratuit, du taux négatif. Mais des grandes banques sont zombifiées depuis plus de 10 ans, en fait maintenant 15 ans, on va fêter les 15 ans de zombification de banques. Et je dois citer en particulier ce que je peux appeler la loi de Jovanovic, du journaliste français Pierre Jovanovic, qui nous rappelle un principe simple dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas davantage diffusé ou même enseigné en réalité. Une banque ne peut pas cacher son bilan à ses propres traders. C'est très important ce principe, ça signifie que le cours de l'action d'une banque vous informe, pas de façon totalement transparente bien sûr parce que les marchés financiers sont régulièrement manipulés, mais tout de même, le cours de l'action d'une banque va vous enseigner, vous informer considérablement sur la santé de son bilan, parce que donc, loi de Jovanovic, une banque ne peut pas cacher son bilan à ses propres traders. Et donc on a des banques zombies comme la Monte dei Paschi di Siena, qui est pourtant une des plus anciennes banques de l'histoire. Vous avez donc bien sûr la Deutsche Bank qui a été renflouée ad vitam aeternam, vous avez eu des bad banks qui ont été faites pour sortir du bilan des actifs pourris, mais sortir du bilan, ça veut dire que quelqu'un va payer, typiquement les petits porteurs, ou bien le contribuable, ou les deux. Et puis vous avez donc maintenant UBS et Crédit Suisse qui sont dans une situation tout à fait désastreuse, mais encore une fois, la Confédération helvétique peut lever, peut prendre des dollars, elle est assez peu endettée, et en réalité, elle peut restructurer ces banques qui sont beaucoup trop importantes pour elle, mais je vous le dis clairement, si vous avez de l'argent dans des banques suisses, c'est le moment de le retirer et de le mettre plutôt, par exemple, dans des banques norvégiennes, mais rien n'est gratuit, les banques norvégiennes sont beaucoup plus difficiles d'accès à l'international que les banques suisses, et cette difficulté d'accès, justement, est aussi une traduction de leur infini plus grand sérieux par rapport donc aux banques suisses. Mais pourquoi donc voudrais-je défendre la banque de la Silicon Valley? Parce qu'en fait, elle s'est effondrée parce qu'elle a été beaucoup plus transparente que ses concurrentes sur l'état de son bilan. Elle a fait savoir qu'elle avait enregistré des pertes. Elle a fait savoir qu'elle avait enregistré des pertes colossales dans la dévaluation des bons du trésor américains qu'elle avait dans son bilan, sachant que ces bons du trésor s'étaient virtuellement dévalués. C'est un point important, dans le sens où si la banque avait attendu que ces bons arrivent à maturité, elle n'aurait pas pris sa perte notionnelle, mais elle a décidé de vendre à perte les bons du trésor qu'elle détenait. Et ça aussi, c'est une décision assez étrange pour les vieux briscards de la banque, parce que
Et c'est là que je voulais en venir, les vieux briscards de la banque cachent leurs pertes en permanence. Vous avez plusieurs journalistes d'investigation qui disent, qui laissent entendre par exemple que Citadel a une perte notionnelle majeure sur tout un tas d'attaques de short selling qu'elle a menées dans les 5 dernières années, mais que comme elle a toujours accès au capital, comme elle peut attendre, elle ne prend pas sa perte. Alors bien sûr, pour les petits porteurs, on vous dira que l'adage pas vendu, pas perdu, c'est de la connerie. Et je suis tout à fait d'accord. Pour un petit porteur, pour qui la patience est quasiment impossible, un petit porteur sur une action n'a pas le luxe de la patience, mais évidemment les market makers, les hedge funds, eux ont ce luxe et on les voit très souvent, eux, jouer l'adage du pas vendu, pas perdu. C'est comme ça que beaucoup de groupes, beaucoup de multinationales, beaucoup de banques et beaucoup de hedge funds vont cacher leurs pertes, vont les dissimuler, parfois sur 10 ans, parfois sur 15 ans. Un des meilleurs exemples de cela, c'était le groupe Olympus au Japon. Ça avait été un scandale sans nom, mais Olympus, face au ralentissement de ces secteurs d'activité classiques, la photographie par exemple, mais aussi l'imagerie médicale, eh bien Olympus était devenu un hedge fund, avait commencé à spéculer massivement sur les marchés financiers. Et Olympus avait perdu énormément d'argent, des milliards de dollars. Olympus a dû cacher cette perte à ses actionnaires en faisant des montages complètement pétés à base de banques au Liechtenstein et de sociétés aux îles Caïmans qui prenaient la perte gentiment, qui permettaient de la déguiser. Olympus achetait une société qu'elle avait en fait mise en place elle-même et ensuite disait que cette société qu'elle avait achetée 5 ans plus tard s'était dévaluée. Ce sont des choses qui arrivent et ça lui permettait de mettre sous le tapis sa perte parce que bricoler sa comptabilité pour cacher ses pertes, bah c'est bien sûr un sport national du capitalisme mondial et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez des cabinets d'audit qui parfois peuvent aussi être jugés partis. C'était typiquement le cas de Andersen qui a coulé parce que Enron avait maquillé ses pertes au niveau justement d'Olympus, ou en fait même au-delà d'Olympus. Donc, le fait de maquiller ses pertes, ce que je veux dire, c'est que c'est absolument systémique dans le secteur de la finance, et même dans la finance des grands groupes, dans la finance des multinationales. C'était pas seulement Enron, on l'a vu avec FTX, bien sûr, le groupe de Madoff qui était un cas d'école, mais de Madoff à Samuel Bankman-Fried, c'était vraiment le même principe. On maquille les pertes en permanence. Et en réalité, la Bank of Silicon Valley, finalement, elle n'a pas maquillé ses pertes, j'ai envie de dire, cette idiote. Et c'est ça le paradoxe, c'est que les médias vous disent, voilà, cette banque, c'était des margoulins, ils ont connu un bank run, tout le monde est sorti. On a des gens qui ont perdu leur argent, d'ailleurs, comme pour FTX, au passage. On a un chef d'entreprise qui a fait un très joli thread là-dessus sur Twitter, il s'appelle Alexander Torrenegra, et il raconte au jour le jour comment il a essayé de sortir son argent, parce qu'il avait 2 sociétés, ses économies personnelles et son crédit immobilier qui était dans cette banque. Et donc, il a commencé lentement à prévenir ses collègues, à prévenir ses employés. Il a annulé des rendez-vous pour faire sortir son argent de cette banque. Certains virements ont été autorisés et ont été exécutés, et puis d'autres non. Peut-être qu'il retrouvera son argent, mais il explique à quel point il a été absolument terrifié et à quel point il a pris ses pertes. Et le pire, c'est qu'il a même acheté des actions de la banque en se disant qu'elle allait rebondir, parce qu'après tout, ce n'était qu'une mauvaise passe, et que c'est vrai qu'une société antifragile, c'est toujours bon à acheter, c'est-à-dire une société qui a été humiliée mais qui peut repartir, son action peut vous rapporter gros quand elle a vraiment pris sa claque. Au passage, c'était le cas d'Olympus. Olympus s'est pris un effondrement massif de son cours quand le scandale de la dissimulation de ses pertes a été révélé, notamment grâce à son PDG étranger qui avait eu le bon goût, contrairement à Carlos Ghosn, de se barrer vite fait quand il avait compris que les comptes d'Olympus étaient pourris et qu'il n'était pas le vrai dirigeant de cette société. C'était toute une histoire. Eh bien, au final, l'action est remontée après cet effondrement parce que les activités de santé d'Olympus étaient saines et qu'elles allaient connaître une expansion considérable. Donc, cet Alexander Torrenegra avait acheté des actions de la banque de la Silicon Valley, sauf que là, elle n'avait pas un track record, elle n'avait pas un passé qui démontrait son antifragilité, qui démontrait qu'elle était capable de repartir. Et aujourd'hui, cette banque ne vaut plus rien après s'être pris un 60% de dévaluation de son action le week-end, ce qui est évidemment dramatique.
Alors aujourd'hui on voit en fait des opportunités pour les gens qui voudraient imposer une thérapie de choc, interdire le cash, réduire le nombre de banques, parce qu'au fond, les banques dans le monde sont complètement dépendantes des banques centrales. Les banques centrales, aujourd'hui, fixent le facteur clé de succès dans l'industrie de la banque, à savoir l'accès au capital pas cher. Si vous avez accès à du capital pas cher, vous allez gagner dans l'industrie de la banque. Or, qui fixe la cherté du capital? Les banques centrales. Donc aujourd'hui, on a un certain club, en réalité, de banques qui sont proches des banques centrales, et pas seulement des banques, parce que vous avez beaucoup de multinationales qui fonctionnent comme des banques. C'était le cas d'Olympus qui fonctionnait comme un hedge fund. Je pourrais vous parler de Starbucks qui fonctionne comme une banque aussi, et qui, avec ses cartes cadeaux, a plus de dépôts que la moitié des banques américaines du Midwest. Mais il y a beaucoup de multinationales, comme Apple d'ailleurs, qui fonctionnent en réalité comme des banques. Et d'ailleurs, Apple fabrique même des cartes de crédit qui sont éditées par Goldman Sachs, ça ne s'invente pas. Au passage, dans la faillite de la SVB, on avait un ancien de chez Lehman Brothers, là aussi bon sang ne saurait mentir. Mais ce que je veux dire justement en conclusion, c'est que vous avez un club de gens qui peuvent être sauvés. Vous avez des banques qui peuvent prendre des pertes, qui peuvent tout détruire, qui peuvent volatiliser l'argent du contribuable, qui peuvent enregistrer des pertes notionnelles records et être renflouées, comme ça a été le cas de Goldman Sachs en 2008. Et vous avez d'autres banques qui n'ont pas le même accès à la politique, qui n'ont pas le même entrisme, qui n'ont pas le même club, et c'était le cas de Lehman Brothers, et qui, elles, vont être laissées pour mortes. Et c'est le cas de la SVB aujourd'hui. Donc ce que l'on voit en réalité, c'est qu'on a, de la même façon qu'on a une justice de classe, que les riches n'ont pas la même justice que les pauvres, que si vous avez tué quelqu'un sous cocaïne, si vous êtes quelqu'un de connu, par rapport à si vous êtes monsieur tout le monde, eh bien vous ne ferez pas la même peine, vous n'aurez pas la même dureté de la justice, alors que la justice est censée être aveugle, rappelez-vous le symbole de la balance et de la femme aveugle. Eh bien pour la banque c'est la même chose, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir et vous serez renfloué, évidemment, d'une façon différente ou même pas renfloué du tout. Au fond, la SVB a été beaucoup plus honnête, elle a prévenu de sa perte notionnelle, elle a ramassé son bank run et elle a été punie pour ça. Et politiquement, je n'ai aucune raison de la défendre et pourtant, je dois vous informer de ce que des banques qui ont pris des pertes au niveau de la SVB, il y en a plein. Et prenez par exemple le groupe Altis, dont la perte notionnelle est mais catastrophiquement pire que celle de la SVB, puisqu'on parle de plus de 55 milliards de dettes avec aucune façon de rembourser ni les intérêts ni le principal, mais vous avez des fonds opaques qui transitent par des paradis fiscaux qui continuent à renflouer le groupe Altis parce que le groupe Altis c'est l'Express, parce que le groupe Altis c'est Libération, parce que le groupe Altis c'est BFM et que ce niveau d'influence justifie que vous continuiez de renflouer ce machin qui pourtant est notionnellement aussi mort que la SVB si on regarde son bilan. Donc en conclusion, les grands perdants, eh bien ce sont les gens qui cherchent des solutions pour protéger leur monnaie, et c'est peut-être pour ça que les montres ont encore un certain avenir devant elles en termes de soi-disant préservation de la valeur, même si je ne les crois pas capables de résister à un signe noir. Mais tout le monde vous dira qu'il faut bien avoir quelques lingotins, des petits lingots, pour qu'ils restent liquides. Évitez les pièces parce que ça se dévalue, mais des petits lingots d'argent, des petits lingots d'or. Quelqu'un qui aurait inventé un bracelet avec une valeur quasiment de fonte, un bracelet qu'on pourrait avoir au poignet, mais qui serait en fait composé de petits lingotins, à mon avis, cette personne aurait un bel avenir devant elle, bien loin et bien devant Rolex par exemple, et c'est sans doute ce que les gens vont demander. Vous avez d'autres préservations bien sûr du capital, à savoir les terrains. Les vieilles familles italiennes, quand on leur demandait comment elles préservaient leur capital à travers Napoléon, Charles Quint, les effondrements de la Renaissance, j'en passe et des meilleurs, elles vous disaient nous suivons la règle des 3 tiers, un tiers en or, un tiers en œuvre d'art et un tiers en pierre. Mais la pierre, c'est pas liquide, c'est bien aussi pour ça qu'on parle d'immobilier. L'or, c'est très liquide et les œuvres d'art, c'est entre les deux. Peut-être que c'est ça la solution, je ne vous donne pas de conseils financiers, mais ce qui est sûr, c'est que en ce moment, la confiance en les institutions bancaires est en train d'être cartélisée, est en train d'être ébranlée chez les nouveaux acteurs, que ce soit du côté des cryptos ou des néobanques, et est en train d'être massivement cartélisé, et que cette concentration excessive de la confiance en le système bancaire va évidemment bénéficier à quelques-uns.